Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Spurs de San Antonio. On va vous présenter également nos plus belles surprises et nos déceptions de la saison. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille sans tarder. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on va rappeler qu'il y a un mailbag à venir parce que c'est le All-Star Game ce week-end. Donc les actus vont se calmer un petit peu, à part le buyout market avec les joueurs qui ont été libérés, qui vont éventuellement signer ailleurs. Mais bon, on sait que ça change rarement totalement les choses. C'est quand même assez rare. C'est quand même assez exceptionnel que ça change quoi que ce soit à la course au titre. On verra bien. Hein. Peut-être qu'il y aura des surprises. Et donc ce mailbag, chers auditeurs, vous nous posez les questions sur la saison, les sujets dont on n'a pas assez traité, les joueurs dont on n'a pas assez parlé, parce que il y a des équipes dont on parle beaucoup, il y a des joueurs dont on parle beaucoup, ça va être encore le cas aujourd'hui, vous allez le voir. Donc si vous estimez qu'on ne parle pas assez de certaines personnes, de certaines équipes, n'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas également à nous dire, ça c'est très sympa, c'est ce qu'on faisait également dans les autres mailbags, notamment pour ceux qui poseraient pour la première fois une question. N'hésitez pas à nous dire un peu comment vous avez découvert le podcast NBA Corner. C'est toujours des histoires qu'on aime bien découvrir. Il y a des histoires qui sont assez amusantes. Donc voilà, ou comment vous nous écoutez aussi, c'est assez drôle. Donc n'hésitez pas à faire ça, on vous lira avec grand plaisir et on essaiera de répondre à un maximum de questions. Et donc la semaine prochaine, probablement mardi, en fonction des questions qui seront posées. Si on en a deux, ce sera un podcast de 2 questions. Voilà, laissez-moi vous le dire. Charlie, j'annonce, si on ne reçoit que 2 questions, on fera un podcast de 20 minutes. Ok, parce que j'allais te dire, est-ce qu'on sera obligé de parler du All-Star Game pour combler, mais si c'est 20 minutes, ça me va. Non. On parlera pas du All-Star Game. Peut-être que s'il se passe un truc intéressant, on parlera du All-Star Game. Mais, mais j'essaye pas d'être drôle, Charlie, ne rigole pas comme ça. Mais non. S'il y a que 2 questions, s'il y a que 2 auditeurs qui prennent le temps de nous poser des questions, eh bien, ça sera 2 questions et on pliera bagage au bout de 20 minutes. Il n'y a aucun problème. Voilà. Le mardi, c'est les auditeurs qui font le podcast. Bon, s'il y a 150 questions, je pense pas que ça va arriver malheureusement. Mais s'il y a 150 questions, ça sera un podcast d'1 heure, 1 heure et demie, pas plus, quoi qu'il arrive. Charlie, on va passer vite fait à l'actualité avant de parler de nos sujets principaux, notamment les suspensions qui sont tombées après la baston entre les Pistons et les Hornets. Jalen Duren écope de 2 matchs de suspension, Moussa Diabaté et Miles Bridges 4, Isaiah Stewart 7. Diabaté, je pense qu'il paye probablement le fait de s'être montré très insistant dans sa poursuite de Jalen Duren, qui lui avait à peu près lâché l'affaire assez rapidement après la confrontation initiale. Miles Bridges s'en sort plutôt bien, je trouve, étant donné qu'il n'était pas du tout impliqué à l'origine et qu'il est allé essayer de mettre un coup de poing à Jalen Duren. Pourquoi on sait pourquoi, pour faire style je défends mon coéquipier, mais ok. Et Isaiah Stewart également, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Après, très sincèrement, je suis plutôt pas mécontent quand même pour les Pistons, dans le sens où si tu regardes l'importance défensive d'Isaiah Stewart dans leur effectif, le gars, il est absolument déterminant dans la saison que font les Pistons. En sortie de banc, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue, tout simplement. C'est un des meilleurs intérieurs défensivement de toute la ligue. Donc voilà, je suis content de voir que les Pistons ne vont pas non plus être complètement pénalisés par cette histoire. Et écoute, les Hornets, je pense que la dynamique est toujours bonne. Il y a déjà eu un match de passé. J'attends également le fait que ça reprenne la bonne dynamique dans laquelle ils se trouvaient avant ce malheureux incident. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a pas trop de surprises, en tout cas sur le fait que Stewart soit celui qui prenne le plus cher. C'est déjà ce qu'on avait dit. Il avait quitté le banc pour venir participer à la petite embrouille, et ça, c'est quelque chose que la NBA ne pardonne pas. Et effectivement, dans ce cadre-là, je suis d'accord avec toi. Cette match, ça aurait pu être pire, je pense. Également assez content de voir que Moussa Diabaté prend pas trop cher. Alors oui, il prend plus cher que Jalen Duren, mais comme tu l'as dit, on sentait que ça lui tenait à cœur et qu'il avait pas envie de lâcher l'affaire dans cette embrouille. Donc bon voilà, pas plus étonné que ça de voir qu'il prend un peu plus cher que Duren. Bon, c'est des sanctions qui sont... ça aurait pu être pire, je pense, pour tous les participants. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça aurait pu être largement pire.
La situation aurait pu dégénérer bien plus loin et au final, tout le monde s'en sort relativement bien, je trouve, dans cette histoire. On a également appris dans l'actualité de la journée, là, Jaren Jackson Jr. sera absent le reste de la saison à Utah pour une opération au genou gauche après la découverte d'une tuméfaction articulaire découverte après son transfert. C'est con ça. Ouais, Ah c'est là dommage. là, merde. Ah, le timing, il est pas cool, quoi. Le, le tanking du Jazz reste dans la légalité la plus totale. On peut pas leur enlever ça à Utah. Ils font un tanking dans les règles de l'art. La NBA peut pas leur enlever parce qu'il y a des règles à respecter. Hein. Tu peux pas tanker comme un, tu peux pas tanker comme un fou. Si tu vas trop loin, tu peux te retrouver avec des amendes à payer. C'est Dallas qui avait été pénalisé comme ça, notamment quand ils avaient capoté la fin de leur saison dans le but d'avoir leur pic de draft qui est devenu Derek Lively, pardon. Donc quelque part ils avaient eu raison, mais ils avaient dû payer une pénalité pour ça. Voilà. Je sais pas, je vois beaucoup de podcasts américains qui parlent de ce qu'il faudrait faire pour freiner cette tendance. Très sincèrement, si tu regardes concrètement l'abaissement des probabilités selon le classement de fin de saison, ça fonctionne correctement en finale. Puisque si tu regardes les deux dernières drafts, on a vu deux équipes, les Hawks et les Mavericks, qui avaient la 10e meilleure probabilité pour Atlanta, la 11e pour Dallas, pour obtenir le premier pick, et c'est eux qui l'ont obtenu. Donc, Ouais, je vois pas quelle recette miracle il pourrait y avoir pour limiter le tanking, pour être honnête. J'avoue ouais, que je comprends bien l'idée, hein, effectivement, c'est pénible, surtout, enfin, tu vois, quand ça commence aussi tôt dans la saison, c'est quand même assez terrible, mais bon, on sait très bien qu'on est face à une draft que beaucoup annoncent comme c'est ça, historique c'est en ça. termes de niveau. Il y a 3-4 joueurs qui font saliver absolument toute la ligue. Bon, on s'attendait un peu à ce que ce soit le cas. La saison de Jaren Jackson, qu'elle soit terminée, je pense qu'effectivement du côté de Utah, ça chagrine pas grand monde. De toute façon, on sait bien qu'Utah ils vont commencer à être ambitieux plutôt à partir de la saison prochaine. Enfin, quand je dis ambitieux, ils vont viser les playoffs, quoi. Là, ils sont bien engagés dans cette recherche de pic. Bon, voilà, c'est presque anecdotique en réalité. Je suis assez curieux quand même de voir ce que va faire Utah. Leur histoire de construction d'effectifs m'intrigue énormément. J'ai l'impression que ça peut fonctionner, mais je sais pas pourquoi. Alors que c'est pas du tout comme un Kessler, Markkanen, Jaren Jackson Jr. dans le 5. Ça peut sembler vraiment étonnant parce que il y a peu de monde qui fait ça en NBA, des joueurs d'un tel gabarit. Ouais, mais est-ce que ça Euh, va vraiment être ça l'année prochaine, tu vois? ouais, t'as tout à fait raison. On verra bien effectivement comment ça va se passer. Ils avaient tenté ça au début de la saison, hein, avec Filipowski à la place de Jaren Jackson Jr. qui n'était pas là. Et c'était Kessler, Markkanen, Filipowski, et ça avait plutôt bien fonctionné. Ils avaient fait un début de saison tout à fait correct, Utah. Donc on verra bien ce que ça donnera. On va parler des Spurs, c'est le gros sujet de ce podcast. Alors qu'on arrive à la pause du All-Star Game, les Spurs sont solidement attachés à cette seconde place de la conférence Ouest. Ils ne sont qu'à 3,5 matchs du Thunder, qui sont au sommet du classement. Dans la foulée d'un parcours très encourageant lors de la NBA Cup, San Antonio a confirmé que malgré la jeunesse de leur effectif, malgré le manque d'expérience de leur coach Mitch Johnson, le talent réuni chaque soir sur le parquet est suffisant pour leur permettre d'avoir foi dans leur capacité de s'imposer contre n'importe quel adversaire. On connaît les prouesses défensives de Victor Wembanyama, qui, s'il est éligible, je ne sais pas s'il est éligible ou pas. Je crois que oui, hein. Il l'est encore, je ne sais plus. Euh, En tout cas, je saurais pas te dire. s'il est éligible, clairement, il est défenseur de l'année. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. On sait de quoi il est également capable offensivement. On l'a vu récemment face aux Lakers, même si c'était l'équipe C des Lakers. Il faut quand même remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Ce joueur est un talent hors norme. Il le prouve chaque soir. On connaît également le métier de De'Aaron Fox, dont l'expérience sur le terrain apporte une sérénité salutaire à l'ensemble de l'effectif. Et tu m'as dit tout à l'heure, parce que j'étais pas au courant, qu'il avait été nommé au All-Star Game en tant que remplaçant. C'est qui remplace exactement? Giannis. Giannis Antetokounmpo. Et c'est tout à fait une bonne chose pour les Spurs qui méritaient tout à fait d'avoir deux représentants
dans ce All-Star Game. La progression éclair de Stephen Castle, c'est peut-être ça, moi, qui m'impressionne le plus les concernant cette saison. Il a été récemment nommé joueur de la semaine de la conférence Ouest. Je trouve qu'elle est absolument bluffante, sa progression cette saison. La maturité de Dylan Harper, on en a déjà parlé, toi et moi, dans le podcast, et sa complémentarité, surtout avec le reste de l'effectif, malgré la perception d'une certaine redondance en début de saison. On aurait pu se dire, ouais, alors avec Fox, Harper et Castle, ça fait beaucoup de meneurs de ballon. Ouais, Et on se autour pose pas mal de questions là-dessus. Ouais, carrément. Ouais. Mais finalement, autour de Wembanyama et la NBA, le parcours dans la NBA Cup l'a bien démontré, ça marche complètement. Surtout que Stephen Castle est capable de jouer beaucoup plus grand que sa taille et que son poste habituel. Récemment, c'est Carter Bryant qui a démontré sa capacité à s'imposer dans la rotation. On voit sa combativité qui est contagieuse. Il a une adresse assez inattendue longue distance, potentiel défensif très très alléchant, étant donné ses capacités athlétiques. Alors que les Spurs s'apprêtent à se lancer dans leur annuel rodéo trip, donc ils vont être sur la route, là je crois qu'ils vont retourner, le prochain match à domicile, ça sera le 5 mars prochain. Moi je voulais souligner quand même le fait que cette équipe est en avance sur son évolution, que les playoffs sont une certitude aujourd'hui. Alors qu'on aurait pu se poser la question, est-ce que c'est une équipe de play-in? Non, là aujourd'hui, non seulement ils sont qualifiés direct playoffs, mais ils sont tout en haut de la conférence Ouest, qui est impardonnable. Euh, je pense aucune équipe de la conférence Ouest ne sera sereine au moment de les affronter dans une série au meilleur des 7 matchs. Très sincèrement, je le pense. Et Charlie, je voulais avoir ton opinion sur cette équipe de San Antonio et à quel point ta vision de cette équipe a évolué depuis le début de la saison. Alors déjà, petite précision, avant le rodeo trip, ils ont encore 2 matchs à domicile, je crois, juste après le All-Star break. Écoute, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout se passe bien, franchement, pour les Spurs. Je crois qu'ils ont 2 défaites sur les 10 derniers matchs, 6 victoires consécutives. Stephen Castle, tu l'as dit, a été élu joueur de la semaine. Il nous a sorti une semaine à 24 points, 7 rebonds, 7 passes, 3 interceptions. Il est d'une efficacité qui est folle. Et effectivement, au début de la saison, on se demandait un peu comment ils allaient gérer cette situation avec Harper, Castle et Fox. En plus, Fox avait loupé le début de saison, donc on se disait un peu déjà qu'il y a des doutes sur est-ce que c'est la bonne personne pour accompagner Wemby. En plus, là, il doit revenir alors que l'équipe tourne bien sans lui. Bon, finalement, il y a absolument aucun problème. Et ça, c'est aussi à mettre au crédit du coaching staff. Cette saison des Spurs, c'est clair qu'elle me surprend. D'ailleurs, dans les rubriques suivantes, quand on va parler des surprises, les Spurs, c'est tout à fait une équipe qu'on aurait pu choisir comme plus grande surprise de la saison. Ah ben largement. Si on n'en parlait pas, si on n'en parlait pas dans cette première partie, je l'aurais certainement fait. C'est absolument remarquable et surtout, ça laisse vraiment rêveur pour la suite. On sait bien qu'il y a des profils dans cette équipe, Harper, Castle, Carter Bryant, qui vont progresser. On sait aussi que la présence de Wembanyama rend la franchise attractive sur le marché des agents libres. Et c'est hyper intriguant de voir à quel point ils sont déjà performants dès cette saison, alors que en début de saison, on disait tous que l'équipe devait viser les playoffs, mais personne n'aurait été choqué qu'ils passent par le play-in pour ça, tu vois. Personne n'aurait été choqué de ça. C'est une équipe qui est vraiment jeune. Wembanyama, en plus, devait reprendre le rythme de la compétition et tout. Aucun souci. Je suis vraiment émerveillé par ce qu'ils font. Castle, moi, plus le temps passe et plus je suis fan. Alors évidemment, il est encore jeune et il doit trouver de la régularité dans ses performances, mais ce qu'on voit de lui quand il est bien dans son match, c'est hallucinant. Son match face à Dallas, là, 40 points, 12 rebonds, 12 passes, 3 interceptions, 15 sur 19 au tir. C'est un récital, le truc. C'est incroyable. Donc ouais, j'ai hâte de voir comment l'équipe actuelle va se comporter en playoff. Je pense que t'as raison. Je pense que effectivement, personne n'a vraiment envie de les jouer à l'Ouest. En même temps, tu vois, si j'étais une équipe qui sort du play-in, je préfère quand même, je pense, jouer les Spurs plutôt que de jouer au KC ou que de jouer les Nuggets au complet, si un jour ils sont au complet. Mais ouais, c'est hyper important pour cette jeune équipe de connaître les playoffs. On le dit, on le répète, le contexte playoff, c'est quelque chose que les jeunes joueurs ont besoin de connaître pour progresser et ils ont besoin de le connaître le plus tôt possible. Là, ça tombe extrêmement bien. Si cette équipe peut passer 1 voire 2 tours de play-off dès cette saison, ce serait incroyable pour la progression de ces jeunes. Et vraiment, ouais, cette saison me surprend et surtout, elle
elle m'intrigue énormément pour la suite, tu vois. En plus, c'est un peu dans l'idée qu'ils ont déjà une certaine idée de ce qu'ils veulent faire cet été, de comment ils veulent dépenser leur argent. Enfin, ouais, j'ai trop hâte de voir comment ils vont capitaliser autour de cette saison qui est remarquable et qui ne doit surtout pas rester sans suite. Tu vois, il faut absolument continuer de construire là-dessus, comprendre que cette équipe, dès la saison prochaine, elle peut être en capacité d'être vraiment ambitieuse. Et là, pour le coup, je parle pas juste d'accéder aux playoffs, je parle de vraiment viser d'aller loin en playoff. Et pour ça, ça va aussi passer par des choix pertinents de la part du front office. Absolument. Cette équipe où elle m'étonne le plus, c'est vraiment la maturité avec laquelle ils jouent Et c'est déjà. incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ils sont 5e de la ligue en pourcentage de ballons perdus. C'est une des équipes qui prend le plus soin du ballon de toute la ligue. C'est quelque chose d'extrêmement rare pour une équipe aussi jeune. Ils ont la 7e meilleure attaque de la ligue, la 3e meilleure défense de la ligue, le 5e net rating de la ligue. Ils ont un mix assez parfait entre les jeunes et les vétérans. C'est pour ça que la présence de De'Aaron Fox, pour moi, ça a toujours été un bon deal parce que, quelque part, les Spurs, en faisant venir De'Aaron Fox dans leur effectif, se donnaient l'opportunité d'avoir un meneur de jeu de métier dans la pleine possession de ses moyens. Et justement, ce à quoi on est en train d'assister maintenant, je pense que c'est pour ça tu fais venir un mec comme De'Aaron Fox et que tu lui donnes un contrat qui a été beaucoup décrié au moment où il a signé. Mais je pense que c'est exactement pour ça que tu fais venir ce type-là. Et que son influence, je trouve, sur cet effectif est absolument magnifique. Tout ça se passe de façon assez normale. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui pointe du doigt son influence. Devin Vassell, il date pas d'hier. Harrison Barnes, pareil, présence extrêmement importante. Il y a Luke Cornett qu'ils ont fait venir des Celtics, également grosse expérience puisqu'il a été titré à Boston. Kelly Olynyk a fait des campagnes de playoffs également à Boston à une certaine époque. Donc toute cette équipe-là, je vais peut-être te choquer, Charlie, mais autant je comprends très bien qu'on est là à dire que OKC est le favori clair et net pour aller au bout, pour faire le back-to-back. Denver, gros point d'interrogation. Là, ils sont en train de cafouiller, même avec le retour de Jokic. Tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Limite, ils jouaient mieux quand il n'était pas là. Ils ont des décisions à prendre en termes d'effectifs. On ne sait pas si la cuisse de Aaron Gordon va tenir plus de 4 matchs consécutifs. Il y a énormément de questions qui se posent autour de cette équipe. Qui, voilà, je suis d'accord, si elle est en pleine forme, potentiellement, je les mets clairement devant les Spurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais derrière, il y a qui pour aller chercher San Antonio? Les Rockets, je ne les mets pas devant San Antonio. Les Wolves, à l'expérience probablement, mais je pense qu'on serait face à une série monumentale en termes de compétition. Ça serait vraiment... je pense que ça pourrait être un délire absolu. Les Lakers, non. Les Suns, non. Les Warriors, non. Les Clippers, non. Les Blazers, non plus. Donc, très sincèrement, j'ai l'impression qu'il existe un monde cette saison où les Spurs peuvent tout à fait aller en finale NBA. Surtout qu'on a vu pendant la NBA Cup et ce passage dans la saison où le Thunder semblait invincible et l'équipe qui les a fait tomber de leur piédestal, ce sont les Spurs. Alors, je suis pas né de la dernière pluie, Charlie. Je sais très bien que la régulière et les playoffs, ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir du tout. Cette équipe, on ne sait pas qui elle est en playoff. Et je pense que on ne sait pas si certains joueurs vont pas être comme une biche pris dans les phares d'une bagnole en train de se dire « Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?» Et puis voilà, et puis on se dira « On a été bête d'y croire. Il faut apprendre l'expérience et tout ça. » Mais ils ont la profondeur. Franchement, ils cochent tellement de cases aujourd'hui. Profondeur de banc, un talent exceptionnel qui est Victor Wembanyama. Parce que c'est lui après qui débloque l'absolu
enfin, la digue que je me serais mise autrement sur le fait qu'il faille une équipe comme ça, plus d'expérience, et qu'il va falloir aller se casser les dents au moins une fois en playoff avant d'espérer faire autre chose. Mais très sincèrement, j'ai l'impression puisse y avoir un alignement des planètes pour les Spurs cette saison. Ça me semblerait pas dingue qu'en juin, on soit là à dire « Ah putain, les Spurs sont en finale, quoi. » Oh, ça me semblerait dingue, moi. Ça me Et ben, semblerait vraiment moi, dingue. ça me semble de moins en moins dingue, en fait. Oui, mais en fait, je suis d'accord avec toi. Si tu regardes juste sur le papier, les qualités des équipes, les situations à l'instant T et tout, je suis d'accord. Il y a trop de joueurs qui n'ont aucune expérience des playoffs. Il y a un Je coach suis qui n'a d'accord. pas d'expérience des playoffs. Même un mec comme D'Aaron Fox, dont tu as loué l'expérience récemment, dans sa carrière, Fox, Il a il fait a une quoi? Il a série. une série de playoffs. En plus de mémoire, il l'a fini quand même pas très bien. Il était blessé, ouais. Il était blessé. Tu vois, Il était blessé au pouce. je, Ou à l'index, je sais plus. Ou au petit moi, c'est doigt. ça, en fait, que je trouverais ça fou. Je veux dire, à un moment, OK, l'année dernière, OKC nous a montré qu'une équipe jeune pouvait aller très loin. Il y avait quand même globalement plus d'expérience des playoffs, j'ai la sensation, chez Ouais, ouais. certains jeunes. Je trouverais ça absolument hallucinant. Vraiment. Je te le dis, je trouverais ça fou. J'en serais ravi, mais je trouverais ça hallucinant. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai pas envie de me projeter tout de suite, tu vois, sur leur chance en playoff. C'est qu'en fait c'est trop difficile aujourd'hui de savoir comment des joueurs comme Vassell, comme Castle, comme Harper, comme tous ces mecs-là, on sait pas comment ils vont se comporter en playoff. Euh, Est-ce que tous les profils qui sont utilisés aujourd'hui par Johnson seront aussi compatibles avec les playoffs? Comment est-ce que les défenses vont gérer le cas Wembanyama? C'est vachement difficile en fait aujourd'hui, je trouve, de se projeter sur une équipe qu'on a à ce point-là pas vue dans ce contexte-là. Je suis d'accord sur le fait qu'ils sont beaucoup plus forts que ce qu'on attendait, qu'ils ont beaucoup plus de chances de faire quelque chose en playoff. Mais moi, s'ils vont déjà en finale de conférence, je trouverais ça absolument remarquable, vraiment. Hmm. En fait, je t'avouerais que si Denver n'était pas dans une espèce de situation bizarroïde où tu sais vraiment pas à quoi t'attendre, et je préviens, hein, si Aaron Gordon n'est pas là, ça va être très très compliqué pour Denver. Oui, mais Euh, ça c'est en fait, tu vois, je peux te répondre, bah si le meilleur défenseur des Spurs est pas là non plus, ça va être très compliqué pour les Spurs aussi, tu vois. non, non, mais tout à fait. Sauf que aujourd'hui, le meilleur défenseur des Spurs, c'est Wembanyama. Et effectivement, s'il n'est pas là, c'est mort. Euh, Et on sait qu'il est pas non plus, tu vois, c'est pas un Iron non, Man. non, complètement, ouais. Sauf que là, Gordon, ça fait maintenant quasiment 2 saisons qu'il se trimballe avec ce problème récurrent à la cuisse et ça ne s'arrête jamais, quoi. Il n'arrive pas à enchaîner les matchs, tout simplement. Si tu regardes le timing des matchs qu'il a accumulés, c'est effrayant, quoi. Il joue pas, donc et pareil, j'ai hâte de voir le buyout des Spurs. Alors je sais que je viens de dire tout à l'heure que les buyouts ça marche pas, ça marche pas beaucoup, mais dans The Athletic, ils pointent du doigt que potentiellement les Spurs iraient chercher George Niang ou Eric Gordon. Franchement, s'ils tapent George Niang sur leur banc, parce que là ils ont ils ont viré Jérémy Sohan, qui vient de signer au Knicks d'ailleurs. On l'a su là avant de commencer l'enregistrement de l'émission. Donc ils ont un spot de libre justement pour ça. Tout le monde sait qu'ils ont besoin de shooting extérieur. George Niang, quand tu vois ce qu'il a fait récemment, notamment à Cleveland, euh, très sincèrement, je pense que ça peut être un joueur. Alors, je dis pas que ça va tout changer, c'est pas la révolution, George Niang, bien Non, mais évidemment, c'est intéressant. mais c'est un shooter qui peut faire tourner un match en playoff largement, j'en suis persuadé, sur un coup de chaud, sur une fin de rencontre ou je ne sais quoi. Voilà, donc Ouais, puis en lui, fait, pour le coup, l'expérience de playoff, il en a en plus. tout à fait. En fait, je m'attendais pas à penser ça. Et je comprends bien ce que tu es en train de dire. Je suis tout à fait, en vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. La raison, tu es la voix de la raison, absolument. Non, mais très sincèrement, c'est censé se passer comme ça. Cette équipe n'a pas assez d'expérience. On ne sait pas les jeunes ce qu'ils vont faire. On ne sait pas qui va être ciblé en playoff en défense, qui va être capable de répondre présent en attaque, parce que ça c'est pareil. On voit des joueurs qui sont absolument magnifiques en régulière ou qui paraissent tout à fait solides. Et une fois que les playoffs commencent, tout d'un coup, les défenses leur disent bah vas-y shoot, et puis ça rentre plus rien et ça peut plus jouer de minutes. Donc et des fois, ce sont des pièces importantes des rotations. Donc tout ça, on n'en sait strictement rien. Mitch Johnson, qu'est-ce qu'il va donner en playoff? On n'en sait strictement rien.
Donc, mais tout ça me fascine. Et je reste persuadé que cette équipe est assez forte aujourd'hui et que Wembanyama, je touche du bois, s'il ne se blesse pas et qu'il est en... que si cette équipe est en pleine possession de ses moyens et vraiment dans la dynamique dans laquelle on les trouve depuis quelques temps maintenant, elle va être excessivement compliquée à sortir en tout cas. Ça va être très dur de les éliminer, ces gens-là. Oui, Ça, non, mais pour moi, ça, c'est c'est sûr et clair. certain. Ça, c'est clair, mais c'est vrai qu'il y a le facteur inexpérience. Enfin, tu vois, si tu prends les plus gros temps de jeu des Spurs cette saison, enfin, je veux dire, c'est quand même le néant en termes d'expérience en playoff, sauf Harrison Barnes et la série de playoffs de De'Aaron Fox qu'on a mentionné, mais sinon Devin Vassell, rien, Castle, rien, Wemby, rien, Champagne, rien. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est une équipe, ça part de très 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 loin à ce niveau-là. Alors après, effectivement, peut-être que tu vois, un mec comme Harrison Barnes va permettre d'apporter, de combler un peu ce déficit d'expérience. Je sais pas, on verra. On verra. En tout cas, ça va être intéressant. Et le marché des buyouts est effectivement tout à fait l'opportunité pour eux de se renforcer, surtout maintenant qu'ils ont coupé Sohan. Alors ça, moi, j'avoue que je suis surpris. Certes, il avait perdu sa place dans la rotation et on sait qu'il voulait pas lui donner un contrat, mais je pensais qu'ils trouveraient une solution pour le trader avant la deadline. On a entendu dire qu'ils avaient refusé une offre des Knicks parce qu'ils voulaient pas récupérer la player option de Yabusele la saison prochaine. Finalement, on apprend qu'Yabusele a fait une croix sur sa player option pour aller à Chicago et hop, Sohan se retrouve à New York. Enfin, c'est quand même un peu étonnant, je trouve, comme situation. Mais on verra comment il comble ce spot et effectivement je suis d'accord avec toi, Nyang serait une recrue qui serait extrêmement utile et qui pour le coup comblerait un peu aussi ce manque d'expérience en playoff. Ouais, complètement. Non, non, je suis d'accord avec toi. Un autre truc qui me choque concernant la Spurs, alors j'ai regardé Victor Wembanyama a manqué 14 matchs depuis le début de la saison, donc logiquement il est toujours éligible. Mais il faut pas Ouais, mais ouais, il faut pas qu'il en loupe beaucoup. Ouais. il est au ras des fesses là. Hein. Va falloir serrer les fesses, Victor. Un truc que je comprends pas. On n'arrête pas de dire ouais machin MVP, c'est aussi les performances de l'équipe. Nanana, nanana. Alors, Victor Wembanyama est l'archi méga favori de tous les bookmakers pour être défenseur de l'année. Et très sincèrement, je fais partie de ces gens qui pensent que ce gars-là sera défenseur de l'année tous les ans où il passera la barre des 65. Et je pense très sincèrement que cette règle-là va être revue immédiatement. Là, on est parti pour avoir un All-NBA team de déglingo, quoi. Et bientôt, Paul George va être dans la All-NBA First Team, si on continue comme ça. Mais non, je déconne, lui, il passe pas les 65 matchs. Ouais, j'allais Vous, dire, lui, il les passe pas. vous m'avez compris vous avez compris ce que j'essaye de dire. Ça va être ridicule en fait, puisqu'il y a plein de joueurs qui sont partis pour ne pas faire cette limite-là. Et je pense que ça va être changé là, cet été. Tu penses qu'il y a des joueurs qui, profitant de cette règle, vont être All NBA Team et profitant de ça, vont essayer d'aller chercher des contrats qu'aucune franchise ne va leur donner? C'est ça, exactement. Et j'allais dire, ils vont faire une Julius Randle, mais Julius Randle l'avait mérité. Ce serait vraiment malhonnête de ma part de dire qu'il n'avait pas fait une belle saison. Ah bah les contractures de Julius Randle en général, c'est quand même ouais, le roi de la contracture. Mais je ne comprends pas qu'un mec comme Kevin Durant soit aujourd'hui dans les tableaux des bookmakers pour être MVP et Victor Wembanyama n'est absolument pas présent. Je ne comprends pas. En tout cas, sur deux boards bookmakers, je le vois pas. Et je m'explique pas pourquoi ce mec-là n'est pas là en fait. Bon, sur le MVP ladder de NBA.com, il est 5ème, et je peux te dire qu'il n'y a pas Kevin Durant dans les 10. Hein. D'accord. Eh ben, faut que je regarde les sites habituels alors parce que sur Mais les ouais, sur les sites de betting là, les deux trucs où j'ai regardé, il y était pas et j'étais en train de me dire mais c'est absolument un scandale. mais tu penses pas que c'est parce que les bookies imaginent qu'il va louper trop de matchs d'ici Oui, la fin de saison? Moi, je pense que c'est ça, très en bien. fait, non? Je sais pas. Non, enfin, logiquement, tu es censé parier sur ce qui existe quoi. Donc bref. Ah, et moi, Ça- la question que je voulais te poser, c'est, Vas-y. à ton avis, Hmm. si la théorie là de Mike Scotto de Hoopshype qui dit que que les Spurs ne voulaient pas de Yabusele à cause de sa player option est vraie, est-ce que tu penses que c'est qu'ils ont déjà des idées très précises et des projets en tête pour cet été? Ou c'est juste par principe on veut avoir le plus de cap disponible? Je pense que c'est par principe qu'ils veulent le plus de cap disponible. Ouais. Après, logiquement, les franchises NBA
Quand tu vois un petit peu comment ils parlent du scouting, ils scoutent en permanence le reste de la ligue et les mecs Bien qui sûr. sont en charge des comptes, de tenir les comptes, donc donc tout ce qui concerne comment dire, la convention collective, le premier, le deuxième palier, les pénalités financières et tout ça, travaillent logiquement main dans la main avec le scouting, c'est-à-dire qu'ils scoutent des joueurs et voilà quels sont les objectifs réalisables, voilà quels joueurs on aimerait avoir éventuellement si ça se débloquait, s'il y avait tel ou tel scénario. Je pense qu'ils sont dans des prospectives assez poussées quand même sur ce genre de choses. Maintenant, les Spurs, ce qui me fascine avec eux, c'est qu'aujourd'hui, ils ont quand même un nombre incalculable de joueurs qui sont sur leur contrat rookie. Enfin, elle déborde de talent, cette équipe, quoi. Le- la capacité des Spurs. Enfin, t'imagines qu'ils prennent Wembanyama, Stephen Castle, faut aller l'identifier. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une équipe qui prend pas Stephen Castle dans sa classe de draft. C'était 2024, il Ouais, était pris ouais. quatrième. Tu refais la draft aujourd'hui, je pense qu'il est pris premier. Je vois pas qui est devant lui, quoi. Peut-être Alex Sarr éventuellement si Ouais, Alex Sarr, tu as je pense, besoin d'un grand, quoi. ouais. Ouais, ouais. Mais Stephen Castle, mon Dieu, quoi. Ce qu'il démontre, puis sa progression, surtout dans son efficacité, ce qui était une grosse question. Alors, on peut toujours dire, ouais, il est pas à droit à 3 points, il est à 28%, enfin, un peu 28,7% à 3 points. Ok. Encore heureux qu'il ait des axes de progression quand même, hein, tu vois. Ouais. Sinon, ce serait. Mais ce gars-là, demain, il met des 3 points, il est à 35% à 3 points, mais il est totalement injouable, en fait, ce mec. Laisse tomber. Ah bah ça devient un des profils les plus intéressants qu'il peut y avoir à son poste, oui, clairement. Ouais, et je tiens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un joueur qui joue beaucoup plus grand que sa taille. Et ces joueurs-là, ils ont vraiment de la valeur à mes yeux parce que bah, tu peux les faire jouer à différents postes. Et toi, Stephen Castle peut tout à fait jouer aux côtés de De'Aaron Fox sans que ça soit un problème défensif pour les Spurs. Et cette espèce d'adaptabilité que ça permet est hyper. Enfin, ça a énormément de valeur, je pense, dans la rotation de Mitch Johnson, quoi. C'est génial d'avoir des joueurs comme ça que tu peux greffer sur différentes formations, différentes rotations. C'est absolument génial. Ouais, Et je suis c'est bien d'accord. et c'est marrant parce que si tu regardes, et je vais terminer sur les Spurs, je pourrais en parler pendant des heures, mais les Spurs aujourd'hui, donc tu as Wembanyama qui est potentiel défenseur de l'année si tout va bien. MVP, il ne le sera pas, mais dans la conversation. Un des favoris pour le sixième homme de l'année, c'est Keldon Johnson, à juste titre. Un des favoris pour le coach de l'année, et j'espère qu'il est considéré comme tel, c'est Mitch Johnson. Euh, les Spurs font une saison phénoménale. Phénoménale, vraiment Ouais, bah, bien sûr. surprenante, mais extraordinairement solide. Ouais, c'est ça, extrêmement inattendu, mais quand tu regardes les matchs, en fait, c'est normal, quoi. Enfin, tu vois, il y a pas de hasard, en fait. C'est juste la C'est ça. conséquence d'une équipe qui fonctionne bien, qui est bien coachée, qui met les bons ingrédients sur le parquet, qui, dans l'état d'esprit, bah, il y a pas grand chose à redire. Et oui, Mitch Johnson, moi, j'avais des doutes. Il fait une très très bonne saison. Maintenant, encore une fois, j'attends de voir ce que ça va donner en playoff. Et oui, de ce que j'ai vu, pour répondre à ta question, je crois qu'il est dans les deux favoris pour le coach de l'année avec Bickerstaff. Ouais, tu m'étonnes. Ça se joue entre eux, effectivement. Ah bah il y a un troisième donc, mais on en parlera après. Doc Rivers. Oui, oh bah bien sûr, oui, tu me connais bien. On va passer à la deuxième partie de ce podcast, les surprises et les déceptions. Donc, je t'ai demandé de retenir une surprise et une déception à tes yeux depuis le début de la saison. Je vous préviens, chers auditeurs, on va reparler de personnes ou d'équipes dont on a déjà parlé, mais on s'en fiche parce que c'est notre podcast. On fait ce qu'on veut. Voilà. Charlie, je te laisse l'honneur de commencer. Tu choisis si tu veux parler de ta surprise ou de ta déception. C'est toi qui décides. Bah, je vais commencer par la déception, comme ça on gardera le meilleur pour la fin. Alors déjà, la première Ouh. chose à dire, c'est que dans cette rubrique-là, on a tous les deux envisagé de prendre Orlando. Je pense que intrinsèquement, c'est eux la plus grande déception de la saison, quelles qu'en soient les raisons. Mais bon, on s'est dit qu'on avait déjà pas mal parlé du Magic sur la première partie de saison, et puis Franz Wagner vient de revenir, donc on aura sûrement l'occasion de reparler d'eux bientôt, et puis d'enfoncer encore des clous sur le cercueil s'il faut. Et comme quoi on pense aux auditeurs quand même. Hein. On essaie de Ouais. pas non plus de pas non plus se répéter tout le temps, de ressasser en permanence.
Mais donc j'ai pris une équipe, je pense que ça va surprendre certaines personnes, mais j'ai pris les Cavs. Alors ça va pas forcément surprendre les auditeurs assidus parce que j'ai déjà dit plusieurs fois que j'étais déçu de leur saison et puis en plus là c'était aussi l'occasion de revenir sur les débuts de James Harden. Alors je sais que certains vont se dire que c'est un peu dur de les choisir comme déception de la saison. Après tout ils sont quatrième à l'est, ils sont pas du tout décrochés de la course au podium. En Et plus depuis ils le font 1er janvier, c'est la meilleure équipe avec les Pistons. ouais et Ils ont puis 14 victoires, 5 défaites. là, ils sont sur 9 victoires et une défaite. Enfin, ils sont vraiment en train de bien redresser la barre. Je pense qu'actuellement, c'est probablement une des équipes, sinon l'équipe la plus en forme avec Charlotte. Euh, mais ça change pas la sensation de petite déception que moi j'ai sur cette saison des Cavs. On Hmm. est quand même loin de la maestria de cette équipe la saison dernière et surtout le fait que les difficultés rencontrées sur ce début de saison aient poussé le front office à trader Garland, pour moi c'est déjà une déception en soi. Pour beaucoup de fans de la franchise, c'est un vrai déchirement et pour moi ce trade est un clair aveu d'échec. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas améliorer l'équipe, que ça ne va pas lui redonner un second souffle, mais avoir tradé Garland, c'est vraiment un aveu d'échec, c'est une prise de risque rendue nécessaire par le déroulement de la saison, mais qui comporte, comme souvent quand on vise la victoire rapide, des risques à long terme, et d'ailleurs Kobe Altman l'a dit après le trade, je sais pas si tu as vu cette petite phrase qu'il a eue, il a dit c'est le genre de trade qui me fera passer pour un idiot dans quelques années. Hmm. Je lui souhaite pas, mais c'est clair que là, les Cavs se sont mis dans une situation de victoire immédiate impérative qui me semblait pas indispensable, sauf si en interne le front office sentait qu'un mec comme Donovan Mitchell risquait de se lasser. Voilà, je comprends qu'ils aient voulu réagir dans une saison qui se passait pas comme prévu. Je comprends aussi qu'ils considèrent que Donovan Mitchell est le franchise player de cette équipe, que c'est donc important de prendre son avis en compte, que c'est important de lui faire plaisir, que c'est important de lui donner ce qu'il veut. Il a été un élément moteur dans la volonté de la franchise d'aller chercher Harden. Ok, d'accord. Pour autant, moi, je trouve que ce trade, il pose de vraies questions pour la suite, notamment des questions qui sont financières. On l'a déjà dit il y a quelques jours au moment du trade. Moi, ça me semble hautement improbable que les Cavs ne lui proposent pas une extension. Ils ont quand même sacrifié un des chouchous des fans pour mettre la main sur lui. Ça me semblerait aberrant que ça soit juste pour quelques mois. Et cette extension, si elle est au max, elle va quand même peser dans la masse salariale d'une franchise qui a 2 joueurs à 50 millions ou plus la saison. Donovan Mitchell, qui est là jusqu'en 2027-2028. Enfin, c'est une player option en 2027-2028. Et Evan Mobley, qui lui est là jusqu'en 2029-2030. Et Evan Mobley, il se gave comme un cochon. Enfin, je veux dire, entre l'année prochaine et 2030, c'est 50 millions, 53 millions, 57 millions, 61 millions. C'est vraiment très violent quand on voit sa production cette saison. Et c'est vrai que la sensation qu'on a, c'est qu'en faisant ce trade, les Cavs, ils se placent dans une situation de win now quasiment obligatoire. Et moi, je suis désolé, mais je suis très moyennement convaincu par le fait que l'arrivée d'Harden, elle change radicalement les chances de la franchise en playoff. Alors, évidemment, on peut se dire que ce trade, au-delà de ce qui peut changer sur le parquet, il va impulser une nouvelle dynamique dans le groupe, que ça va donner une forme de sentiment d'urgence ou une forme de confiance aussi, parce que Harden, c'est quand même un joueur qui a une certaine aura dans la ligue, même s'il a jamais su aller au titre. Et d'ailleurs, c'est un peu le sens des déclarations qu'on a eues ces derniers jours, hein, Jarrett Allen notamment, qui a parlé de nouvelle énergie, de conviction, que l'équipe peut maintenant faire mieux que la saison dernière et tout. À quel point est-ce que c'est vrai? À quel point est-ce que ça va avoir une influence forte sur l'avenir des Cavs? On sait que notamment, on parle beaucoup d'une arrivée possible de LeBron James la saison prochaine. Et moi, j'avoue entre l'équipe qu'on voyait la saison dernière avec une attaque si performante, des jeunes intéressants avec Garland et Mobley, le jeu développé par Atkinson, et l'idée qu'on a maintenant d'une équipe la saison prochaine articulée autour d'un trio Donovan Mitchell, James Harden et LeBron James, je trouve qu'il y a un écart qui est colossal et je dois bien l'avouer, ça me rend un peu triste. Je suis pas du tout fasciné par cette perspective-là. Voilà, j'ai choisi les Cavs comme déception parce que pour moi là ils se sont placés eux-mêmes dos au mur et maintenant en fait ils sont quasiment dans l'obligation de faire mieux que la saison dernière où ils étaient sortis en demi-finale de conférence face aux Pacers. Ils ont pris un risque pour sauver les meubles, pour satisfaire Donovan Mitchell, quitte à se séparer d'un symbole de l'ère post-LeBron. Et j'ai un peu peur que le risque ne soit pas payant. Et voilà, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais je dois avouer que le passif de James Harden en playoff me rend peu confiant quant à leur capacité à aller se mêler à la lutte pour le titre. J'espère pour eux que je me trompe, mais franchement, en début de saison, tu vois, quand je faisais un peu
mon planning des équipes à regarder, tu vois, que je me disais, ah bah eux, je vais pas louper beaucoup de matchs et tout. Les Cavs étaient très hauts. Bah, je dois bien avouer que là, si tu me demandais de me projeter sur la saison prochaine, je suis pas sûr que j'aurais autant envie de suivre les Cavs, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, c'est marrant parce que James Harden, tu regardes les 2 premiers matchs, on est vraiment là dans ce que j'appelle la période lune de miel. Tu Et vois, ben, mot pour c'est mot comme dans une ça. relation de couple. Tu es dans la période lune de miel pour l'instant. Tu penses que tout est beau. L'autre n'a aucun défaut. Il rigole à toutes tes blagues. Euh, Écoute, sur mes notes, à côté de début, enfin, arrivée de James Harden, j'ai écrit lune de miel. Donc je pense qu'on est typiquement dans ce genre de truc. Tout le monde veut faire des efforts. Tout le monde fait un effort. Tout le monde est content. On trouve des nouvelles marques. Il y a une énergie, l'énergie de la nouveauté. Et tout ça, il n'y a pas de souci. Au point presque que je me dis, putain, mais est-ce que James Harden à Cleveland, c'est enfin Le c'est bon fit. enfin le moment où où ça va se concrétiser, tu vois, pour lui. Mais je suis incapable de me dire ça. Ça fait 15 ans. Ça fait plus de 15 ans qu'on voit ce mec systématiquement se prendre les pieds dans le tapis une fois qu'on arrive en playoff. Alors, le seul truc qui peut bien se passer pour Cleveland, c'est s'ils gagnent toutes leurs séries 4-1. S'ils gagnent 4-1 toutes les séries et qu'il n'y a pas de match décisif, nickel. Ça va au titre. Mais alors, je pense sincèrement que voilà, s'il y a un Game 5 coup près, Game 6, Game 7, et le pire, c'est qu'il n'est pas tout le temps mauvais. Il y a eu des fois où voilà, il allait faire un Game 5 un peu dégueulasse. On se dit, Harden, il recommence. Game 6, il va planter 40 points ou 45 points. T'es là, waouh, attends, ça y est, James Harden, il a compris le film. It's happening, guys. Et Game 7, 3 sur 11, 8 balles perdues, le mec qui ronchonne sur le banc et son coach qui décide de ne pas le faire jouer au 4e quart-temps ou que sais-je encore. On a eu toutes ces choses qui sont arrivées dans sa carrière. Et des fois où il n'y avait aucune raison que ça se passe mal, où tu avais l'impression que le gars, c'était le joueur le plus fort de la ligue. Donc j'ai du mal à croire qu'à ce moment de sa carrière, il change qui il est. Maintenant, encore une fois, je suis depuis assez longtemps la NBA pour savoir que dans la NBA, tout est possible. Tout est possible. Donc, peut-être, à un moment ou à un autre, James Harden nous fera mentir. Mais pour Ah, l'instant, je le souhaite. En tout cas, on le je souhaite. mettrai pas un billet là-dessus. Et dans ce que tu as dit, c'est extrêmement vrai. C'est que Cleveland, en faisant ce transfert, en cédant à Donovan Mitchell, qui était déjà une pièce rapportée, ont décidé d'accélérer de façon exponentielle leur progression. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je pense qu'ils se disent qu'ils ont potentiellement une chance d'accrocher quelque chose cette saison parce que la conférence Est est prenable. Et puis advienne que pourra en finale, on verra bien qui on aura devant nous. Dans ces cas-là, t'espères un peu une Raptors 2019, quoi. D'arriver avec une équipe à l'Ouest qui a tout donné sur 3 rounds de playoffs et qui arrive complètement épuisé et cassé en deux. Ouais, mais pour ça, il faut déjà arriver en finale. Et moi, sur Non, le non, mais bien papier, sûr, non, mais je suis pas convaincu qu'il soit devant des équipes comme Détroit, New York, voire même Boston, hein. je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc on verra, en définitive, on verra bien ce que ça donnera. Mais tu as raison, les Cavaliers l'an dernier, c'était bien autre chose et ils n'ont pas concrétisé du tout. Là, ils ramènent James Harden, il n'y a pas vraiment les automatismes en playoff. J'ai, je demande à voir comment ça va être possible de faire fonctionner cette histoire. Tu me tends la perche sur l'année prochaine, éventuellement avec LeBron James. Non. S'ils font ça, j'ai hâte de voir LeBron James qui va faire un sacrifice financier, qui va accepter de prendre 1,5 million ou un mid-level, un vétéran mid-level ou je sais pas quoi, enfin un contrat vraiment très bas par rapport à ce qu'il a l'habitude de palper. Qu'on vienne, que je vois ça de mes yeux et après on rediscutera. Mais même en l'état, même si demain tu rajoutes LeBron James à cette équipe, et je pense que de toute façon, Jarrett Allen, au bout d'un moment, ça va pas être viable financièrement, puisque les Cavaliers vont se retrouver, je crois, dans la repeater tax, il me semble. Enfin, faudra que je regarde on en parlera le moment venu.
Ils peuvent tout à fait assainir les comptes ou dégraisser la masse salariale cet été. Ça, c'est absolument possible. Ils auront beaucoup plus les mains libres et des options qui s'offrent à eux cet été. Mais, euh, mais quoi, James Harden, LeBron James, Donovan Mitchell, Alors, ça me fait tellement pas rêver comme trio. Mobley, Jarrett Allen. Ouais, moi c'est pareil, j'ai l'impression de voir Frankenstein un peu, quoi. Ouais, mais par contre, Enfin, la bête, quoi. là, ça a été confirmé Frankenstein. par Windhorst. Hein. Windhorst qui, en général, quand il parle, bah, c'est Rich Paul qui s'exprime, quoi. Ouais, Windhorst a expliqué que visiblement LeBron va bien continuer la saison prochaine. Il est intéressé par 4 équipes et parmi les 4 équipes, il y a les Cavs et les Warriors et les 2 autres, je crois qu'il les a pas cités. c'est ça, ouais. J'adore deux équipes dont on ne connaît pas l'identité. Donc il y a deux équipes, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y en a que deux. On a voulu faire les malins. Les Wizards. À la Mais gueule tu vois, dans je trouve une que ville. s'il y a bien une équipe où LeBron pourrait accepter une ristourne, justement, c'est les Cavs. C'est tellement son narratif de la dernière fois qu'il a joué pour Cleveland, c'était tellement son narratif, le sacrifice qu'il fait pour cette franchise, pour cette ville. Tu vois, je trouve vraiment que ça collerait un peu au narratif qu'il a commencé à installer à la fin de sa dernière période de Cavs. Moi, j'ai aussi vu si il ne reste pas aux Lakers. Est-ce qu'il y a un monde où il dit aux Lakers, bon allez, vas-y, je prends 1,5 million et vous me gardez dans l'équipe? Je crois pas du tout que les Lakers accepteraient. Je crois pas non plus. Je crois pas non plus. C'est assez fou quand même cette histoire. Je suis désolé, mais c'est fou. Et c'est pas détester LeBron James que de dire ça. C'est vrai, c'est fou. C'est fou que les Lakers aient hâte de se débarrasser de lui, quoi. Et en même temps, tu les comprends. Enfin, avec Luka Doncic. En fait, c'est le fait c'est incompatible avec Luka Doncic, tout simplement. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais, C'est ça le je problème. crois que t'as C'est expliqué. pas autre chose. Moi, ma déception, vraie déception, c'est Zachary Rizaché. Voilà, alors qui a été pris pour le Rising Star, là, quelle belle consolation. Mais je suis déçu. Je vois partout un peu sur Internet, tout le monde, voilà, il y en a qui reprochent à Zachary Rizaché de pas faire ce qu'il faut, de pas avoir, de pas, comment dire, se donner les moyens d'exister dans cet effectif des Hawks. Il y en a d'autres qui reprochent à Quinn Snyder son utilisation, l'allocation des minutes, les rotations dans lesquelles il le met. Est-ce qu'il priorise les résultats? Est-ce qu'il priorise le développement des joueurs? Sachant que les Hawks, ils jouent pas grand-chose. Donc clairement, aujourd'hui, si j'étais les Hawks, j'essaierais de développer Zachary Rizaché. Quand tu écoutes Quinn Snyder parler de Rizaché, et là, il était extrêmement content qu'il soit pris pour le Rising Star. Il a fait un match catastrophique l'autre jour où il était à 0/8. Et puis finalement, le match suivant, il a bien joué. Il a joué 23 minutes, il marque 18 points. Il est défensivement, on voit que défensivement, il a des vraies capacités. 4/4 à 3 points. Bon, mais voilà, il y a des minutes qui ont été à CJ McCollum, il y a des minutes qui ont été à Corey Kispert. Il est un peu perdu dans ce mishmash là des Hawks où on ne sait pas bien ce qu'ils essayent de faire. Très sincèrement, les Hawks sont aussi un peu une déception pour moi parce que certes, ils ont du talent dans cet effectif. Jalen Johnson le premier, mais j'ai tendance à me dire parfois que c'est un peu. Enfin, des fois, je me pose vraiment la question de savoir est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils sont en train de faire et qu'est-ce qu'ils veulent construire en fait. Quel est le projet exact de cette équipe? Et bref. Et Zachary Rizaché, j'écoute. Pour moi, il a 20 ans. Il a été pris en premier choix de draft en 2024 et c'est aussi pour ça que tout le monde lui Bien tombe sûr, dessus c'est un boulet, ça. parce que tout le monde dit c'est pas ça qu'on attend d'un premier choix de draft. Il est pas à la hauteur, il ne mérite. Enfin, tout le monde regrette. Enfin, les Hawks devraient regretter de l'avoir pris dans cette position à la draft. Vraiment pas de chance. Est-ce que c'est le futur Anthony Bennett et ainsi de suite. Enfin, on entend tout et n'importe quoi le concernant. J'ai pas envie d'être définitif quand je parle de lui parce que je veux croire qu'il y a encore largement de l'espace pour lui de vraiment d'exprimer son talent. Et je pense qu'il en a du talent. Mais, mais parfois, je me gratte un peu la tête.
la mentalité est bonne. Quand tu l'écoutes parler, tu sens que c'est un garçon réfléchi, qui c'est pas un garçon arrogant, c'est pas un mec qui va être là, ouais, je vais y aller. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est pas un bourrin, tu vois. Mais il y a un moment, il va falloir qu'il se fasse un peu violence quand même, quoi. Sinon, il va se faire bouffer, c'est sûr. Et une fois que la confiance est entamée, c'est dur de revenir. Ouais, c'est clair. Et puis en NBA, les choses vont très vite. Et c'est sûr que là, il est de plus en plus catalogué comme un bust, quoi. En plus, ce qui est terrible, c'est que déjà, cette étiquette de numéro un de draft, pour lui, c'est un boulet. Mais en plus, quand tu regardes le numéro un précédent, c'est Wembanyama, le numéro un suivant, c'est Cooper Flag. Enfin, autant te dire que, bah oui, forcément, euh, les comparaisons font mal. Ouais, moi, je trouve que sa saison, elle est presque... En fait, je sais pas si le mot, c'est pas frustrant, plus que décevant. J'aime pas son utilisation Atlanta. Moi, je le dis vraiment, ça Hmm. m'emmerde. Il est utilisé presque quasiment uniquement comme finisseur. Il a jamais de possession. On lui donne des pick and roll. On lui ouvre quasiment jamais le chemin du panier. Enfin, j'en vois critiquer son manque d'agressivité et de prise d'initiative. Mais franchement, Atlanta lui donne rien ou presque. Et aujourd'hui, il vit et il meurt par le shoot quasiment. Et j'ai un peu tendance à croire que c'est un peu le résultat des consignes de Quinn Snyder. Et ouais, je trouve ça dommage. Je suis persuadé qu'il peut faire bien plus que ça. J'aimerais qu'il ait plus de possibilités en attaque et voilà, moi je crois en son potentiel, mais le problème c'est que pour développer du potentiel, il faut avoir des opportunités, des situations de jeu qui te font apprendre. Et aujourd'hui, à chaque match, les situations sont les mêmes pour lui quasiment. Donc ouais, moi j'aurais aimé qu'il soit tradé encore une fois. Alors Hmm. oui, c'est sûr, ça aurait été l'occasion pour ses haters de se faire plaisir, hein, un numéro un de draft tradé un an et demi après son arrivée dans la ligue. C'est sûr que ça arrive pas tous les jours, mais ouais, pour son développement, je pense qu'une autre équipe, ça aurait été bénéfique. En plus, visiblement, il était très proche de Trae Young, donc son départ, bien qu'attendu, n'a pas dû l'aider moralement. Ouais, voilà, je suis un peu triste pour lui. J'ai envie d'y croire, mais j'ai bien peur que pour ça, il faille que ça Hmm. soit une autre franchise, ou peut-être juste un autre coach, hein, parce que, ok, Snyder, il a l'air d'être hyper intéressé par son développement, mais enfin, je suis désolé, quand je regarde les matchs, j'ai une sensation très différente de quand je Ouais, je l'écoute. suis d'accord. Donc voilà, je sais qu'il est de plus en plus critiqué, Quinn Snyder, et je dois avouer que je comprends pourquoi. Et je partage ta déception sur la saison des Hawks, hein. Je sais que c'est une des équipes que t'attendais cette année, et là je crois qu'ils sont passés 10e. Je crois que Charlotte est passé devant eux. C'est vraiment pas très brillant, et effectivement, quitte à être dans cette situation-là, au moins développe tes jeunes, quoi. Genre, c'est quoi l'intérêt en fait de filer toutes ces minutes à un mec comme CJ McCollum par exemple? Je suis tout à fait d'accord. Ou Kispert, qui a Ouais, 6 ans de plus que Rizachi, enfin. c'est quoi l'objectif en fait? C'est de t'assurer d'être 10e et d'avoir ta place au play-in. Ouais, c'est bon, tu vas l'avoir ta place au play-in. Développe Rizaché s'il te plaît, vraiment. Donc ouais, Rizachi, il est appelé au Rising Stars Challenge pour remplacer AJ Mitchell, qui a été pris au second tour à la 38e place de la draft 2024, quand même. Je veux ouais. dire, c'est Symboliquement, violent. c'est dur. Ouais, bah ouais, C'est symboliquement, violent. c'est dur, bien sûr. C'est violent comme réalisation, quoi. Mais ouais, je suis. Voilà, c'est ma déception. Et non pas que j'en veuille à Rizaché particulièrement, je vous le dis, je suis pas du tout encore dans cette. Enfin, j'ai encore trop d'affection pour lui et Non, mais après, je on est me. biaisé aussi, tu vois, on va pas se mentir. On a Oui, oui, envie non, de le mais voir réussir, Rizaché, alors quoi. là, je suis totalement biaisé et je l'accepte complètement. Je veux dire, très sincèrement, voilà, je suis pas objectif concernant Rizaché, bien évidemment. De toute façon, l'objectivité, c'est très compliqué. Mais, euh, mais j'ai trop vu d'éclairs dans son jeu pour croire que c'est mort. Moi, ce qui m'inquiète le plus, je te le dis, c'est vraiment la confiance. La confiance en lui, en fait. À quel moment il perd pied et où il se dit, putain, j'y arrive pas. Voilà. C'est ça que je crains pour lui. Et voilà. Ta belle surprise, Charlie. Ma belle surprise, c'est une équipe aussi. Moi, je suis resté sur les équipes et donc, comme je le disais tout à l'heure, j'aurais pu prendre les Spurs, hein, mais comme on en parlait dans la première partie de l'épisode, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai pris ce qui est pour moi la plus grosse surprise de la conférence Est, à savoir Boston. J'ai été voir par curiosité le Power Ranking publié par le site de la NBA le 20 octobre, donc la veille de la reprise de la saison. Ouais. Boston était 19e.
Et encore, hein, ils avaient fait un gros jump grâce à leur pré-saison réussie, parce que quelques jours plus tôt, la NBA les mettait 24e du Power Ranking, et pour l'anecdote, même Indiana était mieux placé que ça, malgré la blessure d'Haliburton. Voilà, finalement, à quelques jours du All-Star Break, bah, Boston, ils sont deuxième à l'Est, et certains commencent même à se dire que cette équipe pourrait être un sacré trouble-fête en play-off, surtout dans une perspective où Tatum, qui a déjà repris l'entraînement avec l'équipe de G-League, pourrait revenir d'ici la fin de saison. Il y a absolument rien de garanti, on a encore plein d'incertitudes, mais c'est quand même une piste qui existe. Moi, cette équipe, c'est devenu un de mes gros plaisirs de la saison. J'adore leur état d'esprit. Je trouve que c'est magnifique la manière avec laquelle ils se battent. J'adore l'espèce d'obsession qu'ils ont de donner tort à tous ceux qui les voyaient en galère, qui les voyaient péniblement à la lutte pour le play-in, voire même pire, hein, certains les voyaient tanker. Je trouve que la saison de Jaylen Brown, c'est une des plus belles qu'on ait vues ces dernières années. La manière avec laquelle il a pris seul cette casquette de leader qu'il partageait avec Tatum ces dernières années, c'est remarquable. Et franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez de la saison de Jaylen Brown. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Wembanyama dans les classements MVP. Moi, qu'est-ce que ce mec correspond à l'idée que je me fais d'un joueur valuable, vraiment, hein, ce qu'il est en train de faire là, c'est magnifique. Il a une confiance en lui qui est folle. Là, il y a l'anecdote du match début janvier où il joue les Clippers au moment où Kawhi est vraiment en train de revenir en très très bonne forme. Sur les quelques derniers matchs avant cette affiche, Kawhi il tourne à 40 points de moyenne avec des pourcentages à 3 points hallucinants. Et t'as Jaylen Brown qui va voir son coach qui lui dit bah moi je vais défendre sur lui, tu vas voir. Kawhi Leonard finit le match à 22 points avec des pourcentages dégueulasses. Jaylen Brown te sort un match à 50 points. Boston s'impose de plus de 30 points. Enfin, c'est vraiment une mentalité que j'adore. Juste après, il vient de faire une déclaration en expliquant qu'il est le meilleur two-way player de la ligue, ce qui est quand même un peu longtemps l'étiquette qui a été collée à Kawhi. Voilà, qu'on soit d'accord en lui, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est cette confiance qui le drive et qui lui permet d'assumer ses responsabilités en l'absence de Tatum. Je trouve ça génial. Je m'attendais à ce qu'il fasse la meilleure saison de sa carrière, ça c'est sûr, hein, c'est pas surprenant. En l'absence de Tatum, on savait bien qu'il aurait plus de tirs, plus de système pour lui, plus d'isolation aussi. Mais cette hausse de production, on aurait pu craindre qu'elle se fasse dans une saison moyenne sur le plan collectif. Et ben finalement, c'est tout sauf le cas, et c'est aussi à ça qu'on voit un très bon leader. Et l'autre à qui il faut absolument tirer un coup de chapeau, c'est Mazzulla. Mazzulla, il est en train de faire une saison qui est exceptionnelle. Le choix de lui avoir confié cette équipe est d'une pertinence incroyable, et je suis très à l'aise pour le dire, parce que moi, je doutais honnêtement de ce choix à l'époque, et je pensais que c'était une erreur. Aujourd'hui, j'ai absolument aucun autre choix que de reconnaître qu'il est un coach remarquable. Ses choix sont pertinents, il a pas peur de confier des responsabilités à des joueurs dont on n'attendait pas forcément grand-chose. Il a su faire évoluer son jeu pour coller à l'absence de Tatum, pour coller au profil de son roster. Il a maintenu une efficacité défensive hallucinante. Ben, c'est pas la meilleure équipe défensive, mais quand tu sais qu'ils ont perdu Drew, qu'ils ont perdu Tatum, qu'ils ont perdu Horford, Cornet, réussir à maintenir cette efficacité défensive, je trouve ça génial. Leur efficacité offensive, bah, elle est incroyable, hein, c'est une des meilleures attaques de la ligue. Tout le monde annonçait qu'ils allaient se faire détruire à l'intérieur, ils ont plus que limité la casse. Puis en plus, il a une vraie personnalité, Mazzulla, il vit les matchs à 2000%, pour le pire comme pour le meilleur, et quand il est content, c'est pas simple de se mettre sur son chemin. Je sais pas si t'as vu la séquence, là, je crois que c'était en janvier, face à Atlanta, où t'as Sam Cassell qui essaye de le retenir parce qu'il est en train de péter les plombs, et tu vois Mazzulla qui l'écarte, vraiment, c'est limite s'il va pas balancer Mazzulla derrière, s'il va pas balancer Cassell derrière lui. Ouais, C'est génial. Il y a eu l'épisode de la conférence de presse, là, après la défaite face à Indiana, où il répond en boucle illegal screen à chaque question des journalistes. Enfin, c'est un vrai personnage, c'est un excellent coach. Et voilà, moi, c'est clairement, pour moi, c'est le troisième, la troisième personne dans la course au coach de l'année. Et je sais qu'il est pas favori. Je sais qu'il y a d'autres coachs qui le méritent également, à commencer par Bickerstaff et Mitch Johnson, dont on parlait avant. Mais moi, je trouve que Mazzulla, il fait une saison extraordinaire. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir cette équipe en play-off, avec ou sans Tatum. Franchement, c'est pas anecdotique, ça changerait énormément de choses, mais qu'il soit là ou pas, je vais suivre cette équipe en play-off. J'ai envie de voir ce qu'ils peuvent faire. Et franchement, quand bien même ça se passerait pas bien en play-off, bah c'est pas grave, ça restera un de mes plaisirs de cette saison, parce que j'adore cette mentalité, j'adore cet état d'esprit, cette combativité. Je trouve ça aussi hyper intéressant, les questions que ça pose pour la suite, c'est notamment sur l'importance du rôle que va conserver Jaylen Brown quand Tatum sera pleinement revenu dans cet effectif. Enfin, vraiment, la saison de Boston, c'est ma surprise, et c'est ma très bonne surprise de l'année. Ouais, je suis absolument d'accord.
Cette franchise, et Tatum, il s'est aussi entraîné un peu avec l'équipe cette semaine, il me semble. Cette franchise, elle est top niveau. Ouais. Top niveau Ah oui, oui. pour toutes les raisons. J'ai rien à ajouter à ce que tu as dit concernant le coaching, les joueurs, Jalen Brown. Cette équipe nous démontre cette saison l'âme d'un champion, tout simplement. Pourquoi cette équipe a été championne et pourquoi il va falloir s'en méfier dès la saison prochaine à nouveau. L'autre truc que je rajouterais et dont on a un peu parlé à la date limite des transferts, c'est aussi le coup de chapeau à Brad Stevens et au front office, à tous les décisionnaires qui ont réussi en quelques mois et à cette date limite des transferts, non seulement à quasiment améliorer l'effectif, ils ont habilement utilisé les assets, notamment Anthony Simons, tout ça, pour faire des échanges comme ils l'avaient prévu, comme ils avaient prévu de le faire. Ils se sont créés des exceptions pour des futurs transferts. Ils sont passés non seulement en deçà du deuxième palier, mais également en dessous du premier, ce qui fait qu'ils sont totalement hors de la luxury tax. Je crois qu'ils ont sauvé au total 325 millions de dollars au total en termes de masse salariale. Je crois qu'il faut ajouter les potentielles pénalités qu'ils auraient payées dans ce cas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la saison prochaine, dès la saison prochaine, ils vont pouvoir recommencer à investir dans cet effectif qui est déjà ultra performant, où tu as déjà des joueurs qui sont identifiés comme des pièces qu'il faut éventuellement garder, parce que les Neemias Keita, les Jordan Walsh, qui sont free agent à la saison 2026-2027, ces joueurs-là, tu pourras les re-signer. Donc t'es parfait en fait. Cette équipe, cette franchise, le front office, le propriétaire, je rappelle qu'ils ont changé de main, tout est parfait. Tout est parfait dans ce qu'ils sont en train de faire là. Et on verra, enfin, j'ai pas l'impression que Jason Tatum, même si certains prédisent que potentiellement il pourrait revenir pendant les playoffs, je sais pas, écoute, si ça va être le cas ou pas. Mais je crois que c'est Mark Stein qu'on a parlé récemment. Mais peu importe. Aujourd'hui, les Celtics, c'est effectivement c'est exemplaire tout ce qu'ils ont fait en termes de gestion des, des ressources humaines, la gestion sportive, la gestion financière. Je suis épaté par cette franchise. Franchement, si t'es fan des Celtics, t'as affaire à des sacrés professionnels, quoi. Ouais, c'est Waouh, ça. Et quand tu vois comment ça se passe, vache. qu'est-ce que tu peux être serein pour la suite si t'es fan des Celtics? Oh bah ouais. Ouais. Il y a rien qui va pas. Non, c'est Il y a clair. absolument rien qui va pas. C'est T'as des clair. talents top niveau, t'as un coach top niveau, un front office top niveau et un proprio qui est prêt qui sait déjà bien s'entourer de gens compétents et qui est prêt à mettre la main au portefeuille le jour où ça sera ou le jour où le besoin sera là, quoi. Ouais, et au-delà de l'aspect talent, franchement, il y a une mentalité. Enfin, vraiment, je te dis, moi, la Ouais. mentalité de Jalen Brown et de ce groupe cette saison, j'adore ça, ça me fascine. Enfin voilà, moi, Jalen Brown, c'est mon MVP cette saison. Je le dis, je sais qu'il l'aura absolument pas, mais pour moi, c'est lui. Et ben moi je vais terminer avec ma surprise, Charlie, et c'est mon rookie de l'année à mes yeux, et personne ne me fera changer d'avis. J'en ai rien à péter de ce que vous me dites. C'est comme ça et puis c'est tout. C'est Con Canopel. Et voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. Je suis désolé pour les auditeurs qui se disent ah encore lui là, vous pouvez arrêter le podcast maintenant, il n'y a pas de problème. Mais Con Canopel des Charlotte Hornets, je suis absolument en adoration devant ce joueur. Je trouve qu'il est absolument formidable. Il y a un portrait qui a été signé dans The Athletic. Je vous conseille d'aller le lire. Il y a tout le parcours. C'est Mirin Fader qui écrit ce portrait. Il y a vraiment son histoire, l'histoire de sa famille depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Il y a des petits détails aussi sur les premiers moments de vie avec l'équipe, notamment le jour où toute son équipe s'est pointée chez lui. Et ce qui est très drôle, c'est que dans l'article, tu vois une photo de son salon, mais c'est vraiment le salon d'une maison normale, tu vois.
familiale. Et il y a tous les joueurs des Hornets qui sont là. Tout le monde a répondu présent. Tout le monde a accepté l'invitation de la famille Canuple à venir dîner à la maison. Je trouve ça assez extraordinaire. Et tu apprends beaucoup de choses également sur sa personnalité, sur sa façon de voir, parce que c'était le coéquipier de Cooper Flagg à Duke. Et il a tenu la baraque à Duke pendant que Cooper Flagg était blessé pendant leur saison de freshman, leur première année à l'université, la seule d'ailleurs. Et voilà, et je trouve que ce joueur est un extraordinaire joueur de basket. Franchement, tu vois, je parle souvent de mon amour pour Nikola Jokic, pour ce qu'il éveille en moi en termes d'amour du basket. Et ben, Kun Canuple est très très proche de ça. Dans les sensations qu'il me donne, rien que de le voir sur le terrain et de voir comment il se déplace, les décisions qu'il prend, les shoots et tout ça, la mentalité qu'il a sur le terrain, je le trouve absolument incroyable, ce joueur. Je suis en adoration devant lui, vraiment. Ouais, non, mais je comprends, hein. De toute façon, on en a déjà pas mal parlé dans le podcast, et Oui. je suis d'accord. Non, mais tu vois, je suis d'accord, hein. C'est ma plus grande surprise. Je m'attendais pas à ça. Oui, non, mais c'est ça, moi non plus. Bah, moi, j'avais pas d'attente ni de doute. De toute façon, cette classe de rookies, je la connaissais pas très bien. J'avais regardé les profils des Français, mais j'avais pas beaucoup plus creusé. Et c'est clair il est absolument génial. Il fait une saison remarquable. Et moi, je suis pas d'accord avec toi. Je refuse qu'on désigne d'ores et déjà un rookie de l'année, parce qu'en fait, la lutte pour le rookie de l'année, elle est incroyable, en fait. Laisse-moi tranquille. Oui, mais tu vois, je veux dire, tu vas pas nous priver Laisse-moi croire en mes rêves. de cette rivalité. Mais si ça se trouve, il l'aura, hein. Mais franchement, enfin, tu vois, en fait, il y a quand même aussi un bel adversaire. Cooper Flagg, il est quand même vraiment aussi en train de montrer toute la hype est méritée. Le match entre les deux, là, le match Charlotte-Dallas, là, fin janvier. Oh là 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 là. Ouais. Cooper non, mais t'as tout à fait raison, Charlie. Un match à 49 points, 10 rebonds. Knuppel qui va chercher la win, quoi. Qui va vraiment chercher la win et qui fait un match incroyable aussi à plus de 30 points, à je sais pas combien. Et je crois qu'il est à 8 sur 12, à 3 points. Enfin, magnifique, c'est trop bien qu'on ait cette lutte-là, c'est trop bien qu'on ait ces deux rookies-là, et ouais, Canupel, je suis d'accord, il est vraiment impressionnant dans sa manière de comprendre ce qui se passe sur le parquet, dans ses prises de décision, dans ses attitudes, il a une maturité dans le jeu et tout, il est génial. C'est le coaching staff des Hornets qui disent qu'ils ont été vraiment pris au dépourvu le concernant, puisque c'est exactement ce qu'ils disent. Ils disent ce gars, on le voit jouer, et des fois sur le terrain, on se regarde tous et on se dit, mais on a l'impression que ce mec a 10 saisons dans les pattes, quoi. C'est ça. Dans sa façon de gérer, et surtout dans sa disposition mentale, dans sa disposition psychologique sur le terrain, où il démontre pas du tout des sensations que tu pourrais avoir d'habitude quand tu as un rookie en face de toi, qui va forcément être un peu perdu, un peu décontenancé ou submergé par l'événement ou l'enjeu d'une rencontre, d'un match, d'un affrontement. Et dans le portrait, il y a un moment où il explique que quand il s'est retrouvé face à Giannis ou à Nikola Jokic, qui sont deux de ses joueurs préférés, parce que voilà, avant d'arriver en NBA, c'était un fan de NBA qui regardait la NBA à la télévision comme nous. Et il raconte, voilà, que au tout début, il foule le parquet, puis il se dit, waouh, attends la vache, je vais jouer contre ces mecs-là, alors que je les regardais et je les admire et c'est trop cool. Et à la fin, il dit à la fin de la rencontre, il n'était pas là en train de se dire, je suis hyper impressionné, je sais pas quoi faire, mais plus, c'était, j'ai pris mon pied en fait, j'ai pris mon pied de jouer contre mes idoles, et voilà. Et j'aime bien sa façon de voir les choses, c'est très très cool. Et voilà, ce joueur, c'est une pépite. Moi, c'est pareil, je m'intéresse pas vraiment aux universitaires avant qu'ils arrivent en NBA. Je n'ai jamais su à quoi m'attendre. Et les Hornets, au tout début de la saison, je m'attendais pas à une saison comme ils sont en train de nous proposer là. J'aurais pu citer les Hornets, moi aussi, hein, en termes d'équipe surprise. Belle surprise, parce que ce qu'ils nous proposent ces derniers temps, avant cette bagarre à Détroit, enfin face à Détroit, parce que c'était sur leur parquet, voilà. Mais voilà. Je kiffe Canuple. Merci Charlie, on va arrêter là. On va écoute, un avec stop. plaisir. Mais oui. Et puis bon le Star Game, Charlie. Ouais, merci à toi aussi. C'est le moment qu'on attend dans l'année. Hein. Ah bah, on attend que ça. On attend que ça. Ça va être génial. Il va pas y avoir beaucoup trop de
de trucs satellites. Je sais pas si tu as vu là, ils ont décidé de faire venir je sais pas combien de centaines d'influenceurs des quatre coins du monde pour couvrir l'événement. Ah non, j'ai raté ça. Ça me fait rire. Non, j'avais pas vu. Écoute, je t'avoue, Non, mais t'as raison. On va hiberner ce week-end. On va se reposer. Moi, je vais re-regarder des matchs de la régulière, les matchs que j'ai envie de. Il y a pas mal de matchs que j'ai envie de revoir ou des matchs que j'ai pas eu le temps de voir d'ailleurs, que je vais prendre le temps de me passer. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle donc le mailbag. Envoyez-nous vos questions, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Si jamais vous vous dites « Ah, mais j'ai pas envie qu'on cite mon nom ou je sais pas quoi », vous me dites dans le mail. Josh, je pose ma question, mais par contre, tu dis pas que c'est moi qui la pose. Je vous cite pas, il n'y a pas de problème. Ne soyez pas timide. Participez, c'est vraiment cool d'avoir un petit peu votre point de vue sur la saison régulière aussi, parce qu'on est là, nous, à s'écouter parler, à être d'accord ou pas d'accord, Charlie et moi. Mais c'est aussi important, ça nous aide de savoir un petit peu ce que vous pensez et parfois d'apporter d'autres perspectives. Comme on vous dit souvent, on n'a pas la science infuse, on n'est pas là à débiter des vérités. On partage juste nos idées, nos opinions, et puis voilà, c'est un échange. NBA Corner Pod, NBA Corner POD pod @gmail.com. Voilà. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un excellent week-end. Kiffez le All-Star Game si c'est votre cam, franchement. Ne boudez pas votre plaisir. Je connais plein de gens qui adorent le All-Star Game et c'est très bien. Faut savoir apprécier les choses telles qu'elles sont et comme elles sont. Et on se retrouve mardi prochain avec le mailbag. À ciao, bye bye.